Bonjour petits lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture avec... oh, il y a de la bricasse dans l'air, il y a de la bricasse. Je voulais simplement vous rappeler que la campagne Ulule pour La Forêt des Fleurs d'Or est toujours disponible, je vous le mets en barre d'infos. C'est la nouvelle publication des Trois Nornes qui est un recueil de contes illustrés fabriqués en France et non distribué sur Amazon, qui va conter l'histoire d'une jeune renarde malicieuse et d'un petit ours au poil doré. Cet ouvrage se destine tout autant aux enfants qu'aux adultes. Et je vous remercie par avance, voilà, si vous y avez contribué. Un projet qui sort un peu de l'habituel par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur les Trois Nornes, mais j'ai tellement hâte qu'il sorte et de vous le présenter parce que vraiment, on a mis tout notre cœur dedans. Je vous mets les petites dates des dédicaces pour mai, juin, juillet, sachant qu'en août il n'y aura pas de dédicaces, les dédicaces reprendront mi-septembre. Et traite de bavardage, on commence. Est-ce qu'on commence par l'essai tout de suite, histoire de se mettre dans le bain? Ouais, on va commencer par le truc un peu sérieux, un peu dur, voilà, quand même, c'est un essai qui... tu te le prends dans le visage, quoi, t'es en mode... je l'avais pas vu venir. C'est Femmes, race et classe d'Angelina Davis. Alors Angelina Davis, c'est une autrice assez connue, connue notamment parce qu'elle a fait partie des Black Panthers. C'est une professeure émérite dans une très prestigieuse université américaine. À l'heure de MeToo et Black Lives Matter, c'est une autrice qu'on redécouvre un petit peu. Donc c'est chez Zulma Essai, c'est la première fois que je lis ces essais-ci. Alors moi j'adore Zulma. Alors c'est des livres qui sont très fragiles, mais qu'est-ce que c'est doux à la lecture. Le papier est super doux, c'est super agréable. On est sur un essai qui va traiter de la place de la femme noire dans la société entre la période de l'esclavagisme et on va dire le début du droit de vote des femmes aux États-Unis. C'est autant alors déjà placer la femme noire dans cette société, comment elle a été vue, déjà comment elle se voit elle, mais surtout comment elle a été vue des autres et surtout des personnes blanches, notamment casser tout le cliché dans une première partie de la femme noire dominatrice dans le couple. Durant la période esclavagiste, les couples d'esclaves étaient des couples qui étaient basés sur l'égalité. C'est-à-dire que les femmes travaillaient dans les champs ou autres autant que les hommes et elles s'occupaient aussi du ménage, c'est-à-dire fabrication de savon et ce genre de choses pour eux. C'est quelqu'un qui a été primordial dans la structure familiale parce qu'elle avait ce double rôle-ci. Donc on va avoir ça, on va avoir toute la fin de ce cliché, donc on va parler aussi de ce statut affreux des femmes pendant l'esclavage et la condition encore plus difficile qu'elles avaient par rapport aux hommes parce que au niveau des tâches c'était à peu près la même chose, mais au niveau des sanctions et des punitions c'était assez différent. C'est quand même dur comme roman, je peux vous dire qu'il y a des exemples qui sont cités et tout, c'est quand même très violent. Donc on va avoir ça, on va aller on va dire chronologiquement, donc on va avoir aussi la place des femmes blanches dans la pensée abolitionniste, donc en quoi la femme blanche a penché plutôt pour la libération de l'esclavage, surtout dans les territoires du Sud. Ça s'explique pour pas mal de choses et les relations entre toutes les femmes en soi. Il y a aussi l'institutionnalisation du racisme après dans ces groupuscules. Le droit de vote a été donné aux hommes noirs avant les femmes et donc il y a beaucoup de femmes blanches, notamment bourgeoises, qui n'ont pas supporté le fait d'être reléguées derrière des gens qu'ils considéraient auparavant comme des sous-êtres. Ce qui est horrible. Et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a eu des dissensions, des dissolutions, que donc voilà, tout le combat des femmes, et il y avait déjà des femmes noires qui s'exprimaient voilà, pour le droit de vote et tout ça, mais comment elles ont été chassées. Il y a aussi la sphère de la classe, c'est-à-dire qu'on va faire le lien entre les femmes populaires qui allaient travailler à l'usine et les femmes noires. Donc voilà, il y a tout cette importance. Il y a beaucoup de chiffres et des statistiques, notamment toute la fin de l'essai parle de la place de la femme dans la société et les postes qu'elle occupe et montrer que le racisme est encore hyper endémique, c'est-à-dire que malgré tous les emplois notamment qui sont liés au ménage, qui sont liés à l'aide à la personne et tout ça, c'est beaucoup occupé par les femmes noires. Donc voilà, le non-accès à l'université. C'est vraiment, au-delà de ça, c'est l'histoire américaine qui est décrite. On va aussi avoir la dénonciation du lynchage et de l'agresseur noir envers les femmes blanches. Donc vraiment, c'est passionnant. Alors, c'est quand même très violent dans le sens que tu as des exemples. Moi, j'ai appris plein de choses, notamment sur les femmes révolutionnaires pendant l'esclavage,
où en fait c'était les femmes qui étaient vraiment là pour... c'était les premières qui étaient là pour être en fuite ou pour essayer de démanteler des choses et tout ça. Mais c'est hyper violent parce que j'avais pas conscience de pas mal de choses et notamment j'avais pas conscience du fait qu'on les ait rejetées quand il y a eu le droit de vote en fait. Et c'est horrible parce qu'en fait le texte dit que les abolitionnistes étaient beaucoup des femmes blanches. Les femmes blanches ont été hyper racistes dans le rejet, avec des exemples toujours aussi terrifiants les uns que les autres, qui auraient provoqué la guerre de sécession. C'est un texte qui a été écrit notamment sur une femme qui est esclave et qui va défendre ses enfants et tout ça. En fait, le texte est hyper raciste, mais c'est par ce texte que les femmes blanches se sont identifiées aux personnages noirs et qui ont donc voulu libérer, les esclaves. Et c'est plein d'informations, j'étais pas du tout au courant. C'est un texte qui est cruel dans le sens que bon, c'est hyper engagé et tout, c'est normal, mais c'est horrible en fait ce qu'on a fait subir à ces femmes-là, ce rejet et cette institutionnalisation du racisme et tout, c'est quand même hyper intéressant. Vraiment, c'est un essai, je pense, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Ça a changé pas mal de choses. Ça m'a fait évoluer sur plein de questions dans le bon sens, c'est-à-dire que ça m'a conforté sur certaines positions que j'avais et au moins là j'ai des exemples et voilà, moi je suis une femme blanche, je peux pas être dans le parcours d'une femme noire, surtout dans le parcours d'une femme noire des années 50 par exemple, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir le témoignage d'autrices qui ont des faits, c'est hyper bien argumenté, c'est super accessible, y a pas de difficulté de lecture et les thèmes sont assez variés et c'est intéressant de voir que les classes populaires en fait étaient presque plus importante parfois que la couleur de peau sur la vision en fait des combats de ces femmes-là. Et le texte explique pourquoi pendant des années il y a quand même ce préjugé que les femmes noires se sont pas défendues pour leurs droits, notamment le droit de vote et tout ça, mais c'est parce qu'on les a exclus de ça. Et c'est ce qui est drôle. Ce qui est pas drôle, mais du genre les premiers défenseurs, on va dire, de la cause abolitionniste étaient super racistes en fait, tu te dis. Ça n'a aucun sens. Mais franchement, il est à 10,90 €. Je pense que ça peut vous faire réfléchir sur pas mal de questions. Et il n'y a pas 36 essais qui sont publiés en France sur ce sujet-ci. Et franchement, à découvrir parce que au-delà de la question de l'essai et tout, c'est vraiment l'histoire des États-Unis et ça c'est tellement dans la résonance de ce qui se passe actuellement. Je veux dire, la fin, il t'explique quand même tout le système qui est fait pour reléguer ces femmes à des métiers qui sont pas très valorisés, bref, et tout ça, et tous les clichés qu'il y a et tout, et les préjugés et le racisme qui est encore installé, et franchement, à découvrir. Petite parenthèse, je tiens à rappeler que ce livre est très engagé, notamment est très engagé politiquement d'un certain bord. Parfois, tu sens qu'il y a quand même une subjectivité dans le propos, notamment vis-à-vis du capitalisme, par exemple, parce que la personne a fait partie du Parti communiste pendant très longtemps, mais voilà, c'est un essai qui est super intéressant à découvrir. Ensuite, alors on quitte la sphère, on va dire, un peu revendicatrice et essai pour parler d'un autre texte. Rien à voir, ça a été une excellente lecture. Ça m'a un peu foutu la larme à l'œil à la fin. Je trouve que ce livre-là est vraiment de nécessité. Ça fait partie des livres jeunesse qu'il faut faire lire aux jeunes. Voilà, et moi ça fait partie des livres que je vais offrir aux jeunes que j'apprécie dans mon entourage quand ils seront en âge de les lire, parce que le livre est super bien fait. En tant qu'adulte, moi j'ai pris un énorme plaisir à le lire, et ce qui était très drôle c'est qu'à la dédicace il y avait quasiment que des adultes, donc voilà, c'est un très bel objet livre et ça traite de questions qui sont à mon sens essentielles dans le parcours d'un enfant, dans le parcours d'un adulte et même vis-à-vis de vos grands-parents, si ils sont encore parmi nous ou si ils ont connu cette tragédie. Les Mémoires de la forêt, Michael Brun-Arnaud, donc c'est illustré par Sanoé. Alors comme je vous l'avais montré en book haul, c'est un livre qui est illustré, voilà, très 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 joli, donc écrit très gros, hein, voilà, c'est pour les jeunes, ça se lit très très vite, mais en même temps, t'as une vraie histoire qui est développée. On suit donc ce cher Archibald Renard. Archibald Renard, il est libraire. Sa librairie est dans un petit tronc, voilà, au milieu de la forêt. On est dans un monde anthropomorphique, donc avec des animaux de la forêt qui parlent, qui s'expriment, et en général qui sont bien relégués à leur on va dire, caractères principaux. Genre, le renard habituellement, il est rusé,
Archibald il est gentil, tu vois. Quand il y a la taupe, bah, elle a des grosses lunettes parce qu'elle voit pas très bien. Donc voilà, on a toute cette création-ci. Archibald tient sa librairie comme depuis fort longtemps, jusqu'au jour où il y a un de ses clients, donc qui est cette petite taupe qui s'appelle Ferdinand. Ferdinand qui est assez âgé, qui se rend habituellement dans sa librairie parce qu'il cherche en fait à retrouver un ouvrage qu'il a écrit auparavant pour compiler un peu ses mémoires. Sauf que l'exemplaire en fait vient d'être emprunté par on sait pas qui. Et au fur et à mesure, Ferdinand se rend compte qu'il perd un peu la tête, mais surtout qu'il perd ses souvenirs. Et il en a conscience et il va essayer de partir à la chasse de ce livre pour retrouver ses souvenirs. Et donc Archibald va l'aider dans cette tâche. C'est un livre qui traite de la maladie d'Alzheimer, destiné donc aux jeunes enfants, de façon très crédible, c'est-à-dire que au niveau médical, alors l'auteur a travaillé dans le milieu médical, donc c'est sûrement pour ça, mais tout ce qui est décrit est tout à fait crédible, et ce qui est habituellement recommandé dans ces cas-là, ou du moins que c'est pas forcément les photos et tout, ça peut être les sensations, les goûts, la musique et tout ça qui rappellent des souvenirs. Alors t'es autant dans la tête de l'accompagnant ici, donc qui est dans la bienveillance, que dans la tête du patient qui est malheureusement confronté à certaines peurs, hein, parce que c'est horrible, hein, il y a des moments il sait même plus où il est, il y a des moments il a très conscience en fait qu'il va pas très bien. Et dans ce texte-ci, alors je vais en parler parce que même si c'est pas dans la 4ème de couverture, Ferdinand va essayer de rechercher sa femme qu'il a oubliée. Voilà, il sait qu'il a été marié, il va essayer de la chercher. C'est un texte, alors au-delà de l'esthétique, de c'est très mignon, c'est très doux, c'est très bienveillant, c'est bien fait dans la démarche, on va dire, d'expliquer cette maladie, et voilà, tout ce qu'il y a, c'est très bien fait. C'est un monde qui est super bien construit, c'est-à-dire qu'on a plusieurs villages, en fait on a un world building qui est bien fait, avec plein d'animaux différents qui reviennent en fonction des tomes, on a un passé des personnages, on voyage beaucoup dans plein de lieux différents, vous allez être autant dans une résidence d'écrivain que dans la librairie, que dans un endroit où il y a des concerts, où il y a un salon de thé, bref, voilà, les personnages sont hyper attachants, même quand ils sont chiants, parce qu'ils doivent être chiants, ils sont hyper attachants, c'est très mignon, c'est très cosy, c'est un vrai livre jeunesse dans le sens que il n'y a pas de violence ou c'est vraiment très cocooning, il y a une ambiance, alors si vous êtes fan des animaux de la forêt comme moi, vous allez être extrêmement bien parce que vraiment j'ai adoré cette ambiance-ci. Ça devrait être adapté en animé ou en dessin animé, franchement ça serait merveilleux. En fait c'est la combinaison du beau livre, de la bonne histoire, du truc touchant, même les adultes, je vous dire, c'est hyper touchant la manière dont c'est fait, ça résonne à tout le monde parce que c'est une maladie qui touche malheureusement plein de gens, et la façon dont elle est abordée, elle est pas trop non plus violente pour les enfants, et elle est bien dans la bienveillance et dans l'amour, et voilà, et il y a même des choses qui sont surprenantes, genre les fins, à chaque fois je trouve que les fins, que ça soit celle-ci où je vous présenterai le tome 2 aux prochaines dates lecture, c'est surprenant, voilà, c'est surprenant, ça va pas forcément dans la facilité, et je trouve que c'est un bon équilibre de parler de sujets qui sont importants et réels à des enfants sans pour autant cacher, voilà, les choses, parce qu'à un moment il faut qu'ils se confrontent à la maladie. Moi le seul petit défaut je peux dire c'est que je l'ai lu en 1h30, un truc comme ça, voilà, je l'ai lu très 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 vite parce que c'est écrit très gros et que ça se lit très très bien, et que la jeunesse n'est pas forcément mon territoire de prédilection, mais ici ça fonctionne plutôt bien, même si on est dans un livre pour enfants, il y a des questions sur lesquelles on va pas aborder, du genre la bienveillance vis-à-vis de ces maladies, elle est très présente dans le texte, sauf que dans la réalité il y a beaucoup de gens qui sont pas bienveillants comme ça, et voilà, donc c'est entouré d'un truc un peu cosy, mignon, tout en traitant un sujet de fond, et c'est vrai que moi j'ai un attachement pour les personnages. En plus vous allez retrouver des personnages qui sont cités là mais qui sont présents dans les autres tomes. Après je les connais pas assez en jeunesse pour savoir si c'est novateur ou pas, mais au moins c'est un genre de livre que tu peux faire lire aux jeunes, même dans le cadre scolaire. Oui, donc l'auteur était dans l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer et des maladies neuro-évolutives. C'est pour ça que tu sens vraiment qu'il y a les deux points de vue, et c'est... Ouais, non, je veux dire, c'est quand même assez triste parfois le texte, mais la façon dont c'est fait...
est très très chouette quoi. Donc je vous le conseille, notamment si vous avez des enfants, c'est un très très beau cadeau à faire. Ça peut être lu je pense à partir de 8 ans ce genre de titre, 8-10 ans. Et véritablement si vous êtes dans la situation d'enfants qui ont des grands-parents ou des connaissances qui ont cette maladie, malheureusement, je pense que c'est un livre qui peut faire un peu de bien ou du moins expliquer, parce que c'est difficile d'expliquer ce genre de maladie à des enfants parce que ça peut ne pas être compréhensible ou ça peut être très violent. La façon dont c'est fait est vraiment très réussie. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. Ensuite, alors là on passe sur un tout nouveau sujet, je vous présente Bravoure, pas voilà, encore une œuvre écasse qui fait, alors il fait que 600 pages mais le papier est assez épais donc ce qui fait que le machin est très gros. Alors confort de lecture, j'ai eu mal dans les poignets les gars, j'en pouvais plus, surtout la deuxième partie du livre, ça faisait trop mal. Mais Bravoure c'est la suite donc de la série des Terres bannies de John Gwynne, donc série quand même plutôt populaire aux États-Unis qui s'inscrit dans la fantasy un peu à papa, c'est-à-dire que fantasy des années 80, un peu héritier de Jemel et tout ça, sauf que c'est écrit en 2023 donc on a peu de sexisme, les personnages féminins sont assez présents, on essaie de gommer ce qui était pas fou. Mais c'est du classique dans le sens que le pitch de départ, c'est un monde, plusieurs pays, qui est soumis à une prophétie. Il y a le soleil noir et la lumière vive, un truc comme ça. Non, l'éclat vif, je sais plus. Bref, il y a les ténèbres et la lumière comme d'habitude. On va suivre donc plusieurs personnages, c'est un roman à multi-points de vue avec beaucoup de personnages. Un qui pense être la lumière mais en fait il l'est pas. Voilà. Et il l'apprend un peu dans ce tome-ci et il le vit à peu près mal je pense. Et l'enfant de la lumière qui lui est au courant de rien. C'est un peu notre Garion national dans La Belle Gaillarde. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, on avait un premier tome qui était très introductif. Quand je vous dis très introductif, c'est un des premiers tomes les plus introductifs que j'ai lu de ma vie, où il y a que la scène de fin qui rentre vraiment dans l'univers, où on décrit les personnages, les enjeux, la politique, la prophétie, on crée de l'attachement. Donc là, l'attachement, il est moins présent, genre il a été fait dans le premier tome. Là on est plus dans l'action. J'ai mieux aimé ma lecture. Sincèrement, parce que autant le tome 1, j'ai trouvé ça plan-plan. Le seul reproche que je peux faire, mais c'est un reproche qui est en même temps inhérent au livre, c'est que c'est très classique. Il y a beaucoup de références à ce type de fantasy dans la manière dont sont construits les personnages, dans la manière dont sont racontées l'histoire et les enjeux surtout. C'est des choses que tu as l'impression d'avoir déjà lues. Voilà, sincèrement, c'est pas novateur plus que ça. Le world building est développé, mais pas non plus que ça. Là c'est vraiment de la quête quoi. C'est un peu un page turner parce qu'il y a quand même pas mal d'action. Là on a les enjeux qui ont été posés, donc là c'est en mode il y a un truc qui se passe dans le tome 1 en fait qui est assez bouleversant et c'est les conséquences en fait de ce qui se passe dans le tome 1 et voilà, donc ça s'enchaîne, en fait ça s'enchaîne lentement mais de façon un peu vite, c'est bizarre mais ça prend quand même son temps. Voilà, c'est pas un truc où tu as envie de dévorer toutes les pages, mais en même temps l'action elle est là quoi, elle est présente. En fait c'est beaucoup de déplacements, de voyages, de quêtes, de fuites, donc ça se passe assez vite, surtout que c'est un multi-point de vue, mais c'est un vrai multi-point de vue hein. Je pense qu'il y a 4... il y a peut-être une dizaine de points de vue différents dans le texte. À chaque fois, il y a beaucoup de personnages. Faut s'y retrouver. C'est les clichés parce que c'est vrai que Corban il a quand même un peu du Garion au début. Alors il est plus attachant que Garion à mon sens, mais on retrouve un petit peu ça, voilà, le mentor et bon là il y a aussi une mentor, ça change aussi, mais bref, on a la princesse qui doit s'échapper, on a les tropes habituels qui sont présents avec pas vraiment de renouvellement, mais bon, ça fait le taf. En fait c'est clairement le genre de fantasy qui est très bien adressé pour des gens qui commencent l'imaginaire, parce que ça peut être lu ado, hein. Il n'y a pas de difficulté, de soucis, c'est pas particulièrement violent à mon sens. C'est la fantasy donc qui peut être lue pour ceux qui débutent, parce que c'est pas compliqué à lire, l'univers on tient quand même par la main, beaucoup de personnages, c'est un peu la chose à souligner, il y a quand même beaucoup de personnages, mais même en termes de politique, voilà, c'est des complots, comme je vous dis, c'est super classique, donc c'est des choses que vous aurez peut-être vues dans des films de fantasy habituellement.
Voilà, on est quand même sur l'usurpation de pouvoir, des gens qui essayent de reprendre leur couronne, voilà. Rien de folichon. Et en même temps, en fait, ce qui fait la force de ce roman, bah, je pense que c'est ses personnages. C'est son personnage et le fait qu'en fait, la fantaisie à papa, c'est bien quand c'est pas sexiste, voilà, et que c'est pas homophobe et que c'est pas raciste. Parce que là, il y a aussi de la diversité ethnique et tout, donc c'est bien quand il y a pas des problèmes, en fait. Donc ça marche très très bien. Les personnages sont super attachants, comme je vous dis, il y a beaucoup de développement, beaucoup de il y a le placement des romances, voilà, des trucs un peu comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup dans celui-ci. Il y en a une qui est hyper intéressante, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais voilà, il y a des personnages qui se posent des questions sur leur place, dans quel camp ils sont, et après, vu comment c'est classique, je sais un peu comment ça va se terminer, vu comment ça avance, mais il y a des scènes vraiment épiques, des créatures assez intéressantes. La scène finale est très très chouette, voilà, parce que la particularité de ce texte, c'est qu'il y a la présence de géants, voilà, qui sont un peu les ennemis au début du roman, et ils sont présents dedans. Donc voilà, il y a quand même des petites touches assez original, mais c'est un livre où du genre t'as de la peine quand il arrive des choses au personnage, parce qu'il y a des choses qui arrivent au personnage, surtout que là on sait pas trop est-ce que la fin finit ou t'es en mode ah qu'est-ce qui va se passer, mais ouais, il y a des bons, des méchants, en fait c'est une fantaisie tout à fait classique qui est très sympa, mais qui réunit tout pour que ça soit cool, voilà. J'ai pas grand chose à dire d'autre parce que c'est pas surprenant sur le worldbuilding ni saisissant, ça a construit un univers classique et sympathique, les personnages sont très chouettes et je pense que c'est la force du récit, et en soi l'histoire bah c'est vraiment là tout le monde fuit, hein. Là c'est tout le monde fuit ou tout le monde essaye de chercher machin pour faire la guerre. En parallèle on a aussi des petits complots avec des personnages un peu plus mineurs où on va avoir des révélations à la fin en mode ah ce personnage en fait c'est le père de machin, t'es en mode ok. Bref, c'est plutôt chouette, mais j'ai très très hâte. Genre vraiment j'ai bien aimé ma lecture parce que bah là j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, parce que la fin est toujours, c'était déjà comme ça dans le tome 1, mais t'as un peu une fin, pas en cliffhanger, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées et t'as envie de savoir. Et en même temps c'est pas un récit à la Jordan où c'est très long au milieu, il y a toujours des événements, voilà, c'est un peu impressionnant. Je pense que la deuxième, le tome 3 et le tome 4, parce qu'il me semble que c'est une quadrilogie, je pense qu'on va être plus dans l'action et dans l'accélération et voilà, dans quelque chose qui sera encore plus rapide, mais j'ai été conquis, j'ai mes petits chouchous, voilà. Je ne les citerai pas pour vous spoiler, mais sachez qu'il y a un maître d'armes, un jeune homme qui est pas du bon côté, voilà, de l'histoire. Voilà, je suis un peu mon petit chouchou en ce moment. Et puis Siwen, la sœur de Corban, est super classe, et c'est aussi toute une ode aux animaux. J'ai oublié de dire, mais il y a quand même des thématiques, voilà, où on parle de non-domesticité, mais d'accompagnement des animaux, bref. C'est assez chouette, et voilà, ça se tape un peu dessus, même si c'est pas que ça, c'est pas super violent, il y a de la bataille, voilà, si vous aimez un peu ça, voilà. Et c'est quand même, pour le premier tome, prix David Gemmell, donc qui est quand même un prix littéraire d'imaginaire assez connu, mais j'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'avoir la suite. Donc Léa, mettez-vous-y parce que j'ai hâte de lire ça. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, voilà, ce que vous en pensez, ce que vous avez lu, voilà, en ce moment, et je vous souhaite une très bonne journée et voilà, de très bonnes lectures.